Dans le silence de la nuit, lorsque le monde ralentit doucement, il y a une lumière qui veille depuis des milliards d'années, une présence discrète, familière, presque apaisante. La lune, suspendue dans le ciel nocturne, elle accompagne l'humanité depuis ses origines. Bien avant les villes, bien avant les premières civilisations, elle était déjà là, éclairant les paysages sombres, guidant les voyageurs, inspirant les rêves. Chaque nuit, elle change lentement de forme, parfois fine et délicate comme un croissant lumineux, parfois pleine et éclatante, illuminant le ciel avec une douceur argentée. Ce cycle régulier a fasciné les humains pendant des milliers d'années. Mais au-delà de sa beauté, la Lune est aussi un monde, un véritable monde, un satellite naturel qui orbite autour de la Terre depuis environ 4,5 milliards d'années. Elle est la seule destination extraterrestre que les humains ont visitée. Et pourtant, elle reste encore pleine de mystères. À l'œil nu, la surface de la Lune semble simple, grise, calme, presque immobile. Mais en réalité, elle porte les traces d'une histoire ancienne, une histoire faite de collisions, de transformations et de silence. Les zones sombres que l'on peut observer depuis la Terre sont appelées mers lunaires, mais contrairement à leur nom, ces mers ne contiennent pas d'eau, ce sont d'immenses plaines formées par de la lave ancienne. Des traces d'un passé où la Lune était bien plus active. Les régions plus claires, quant à elles, sont des terrains plus anciens, des zones marquées par des milliards d'années d'impact. Car la Lune ne possède pas d'atmosphère, aucun vent, aucune pluie, rien pour effacer les traces du temps. Chaque cratère que l'on voit aujourd'hui est resté presque inchangé depuis des millions, voire des milliards d'années. La Lune est donc une sorte de mémoire du système solaire, un archive silencieuse de son histoire. Mais ce qui rend la Lune encore plus fascinante, c'est sa relation avec la Terre. Car la Lune n'est pas seulement un objet dans le ciel, elle influence notre planète de manière constante, elle agit sur les océans, elle stabilise l'axe de rotation de la Terre, elle participe au rythme des jours et des nuits. Sans la Lune, la Terre serait très différente, les marées seraient les plus faibles, le climat pourrait être plus instable, et la vie telle que nous la connaissons aurait peut-être évolué autrement. Mais malgré cette proximité, la Lune reste un monde à part, un monde silencieux, sans atmosphère, sans vent, sans bruit. Sur la Lune, même un simple pas ne produit aucun son, car il n'y a pas d'air pour transporter les vibrations. Le ciel y est toujours noir, même en plein jour, et les étoiles ne scintillent pas. Elles brillent de manière fixe, immobile. La lumière du soleil éclaire la surface de la Lune avec une intensité brutale, et pourtant, les ombres y sont profondes, très sombres, car il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière, les contrastes sont extrêmes. Mais malgré ces conditions, la Lune exerce une fascination unique. Depuis des siècles, les humains ont levé les yeux vers elle. Ils ont imaginé des histoires, des légendes, des symboles. Dans certaines cultures, la Lune représente le mystère. Dans d'autres, elle symbolise le cycle de la vie. Elle a inspiré des poètes, des artistes, des scientifiques. Et même aujourd'hui, elle continue de captiver notre imagination. Car regarder la Lune, c'est aussi regarder un autre monde. Un monde proche, mais inaccessible pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Jusqu'à ce qu'un jour, l'humanité décide de faire quelque chose d'extraordinaire. Quitter la Terre, traverser l'espace et poser le pied sur ce sol lointain. Mais avant cela, il faut comprendre une question essentielle. D'où vient la Lune? Comment s'est-elle formée? Quelle est son origine? Dans le prochain chapitre, nous remonterons dans le temps, jusqu'au début du système solaire, à une époque où la Terre venait à peine de naître et où un événement gigantesque allait donner naissance à la Lune. Si nous remontons très loin dans le temps, bien avant les océans, bien avant les continents, bien avant même la vie, nous arrivons à une époque où la Terre n'était qu'un monde jeune, un monde en formation. Il y a environ 4,5 milliards d'années, le système solaire venait tout juste de naître. Autour du jeune Soleil, un immense disque de gaz et de poussière tournait lentement. À l'intérieur de ce disque, de petites particules ont commencé à se regrouper.
Elles se sont collées les unes aux autres, elles ont formé des blocs de plus en plus grands, puis ces blocs sont devenus des planétésimaux, et ces planétésimaux ont fini par former des planètes. La Terre était alors très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Sa surface était instable, recouverte de lave, bombardée par des astéroïdes. C'était un monde chaud, violent, en constante transformation. Mais c'est à cette époque qu'un événement majeur s'est produit. Un événement qui allait changer à jamais l'histoire de la Terre et donner naissance à la Lune. Les scientifiques pensent qu'un objet de la taille de Mars, appelé Theia, est entré en collision avec la jeune Terre. Cette collision a été gigantesque, l'une des plus violentes de toute l'histoire du système solaire. L'impact a libéré une quantité d'énergie inimaginable. Une partie de la croûte terrestre a été projetée dans l'espace. Des fragments de roches, de métal, de matière fondue. Ces débris se sont dispersés autour de la Terre, formant un anneau de matière en orbite. Au fil du temps, sous l'effet de la gravité, ces fragments ont commencé à se regrouper. Ils se sont assemblés, fusionnés, et ont progressivement donné naissance à un nouveau corps, la Lune. Au début, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. Elle apparaissait énorme dans le ciel, et elle brillait probablement avec une intensité bien plus forte. Sa surface était encore en grande partie fondue. Un océan de magma recouvrait une grande partie de sa surface. Mais avec le temps, la Lune s'est refroidie, sa surface s'est solidifiée, les premières structures ont commencé à apparaître, les premières roches, les premiers reliefs, et lentement, la Lune est devenue le monde que nous observons aujourd'hui. Mais cette formation explique aussi une chose importante, la composition de la Lune. Les roches lunaires analysées par les scientifiques présentent de grandes similarités avec celles de la Terre. Cela confirme l'idée que la Lune est en partie constituée de matière terrestre. Autrement dit, la Lune et la Terre sont profondément liées. Elles partagent une origine commune, une histoire commune. Mais après sa formation, la Lune a continué d'évoluer. Elle a été bombardée par des météorites. Des impacts ont creusé d'immenses cratères. Certains de ces cratères sont encore visibles aujourd'hui. D'autres ont été recouverts par des coulées de lave. C'est ainsi que se sont formées les mers lunaires, ces grandes plaines sombres visibles depuis la Terre. Mais contrairement à ce que leur nom suggère, ces mers ne contiennent pas d'eau. Elles sont constituées de roches volcaniques solidifiées, des témoins d'un passé où la Lune possédait une activité géologique. Mais contrairement à la Terre, la Lune s'est refroidie beaucoup plus rapidement. Son activité interne a diminué, et aujourd'hui elle est considérée comme un monde géologiquement presque inactif, un monde figé dans le temps. Mais un autre phénomène a commencé à se produire après sa formation. Un phénomène discret, mais fondamental. La Lune a commencé à s'éloigner lentement de la Terre. Chaque année, elle s'éloigne d'environ 3,8 cm. Ce mouvement est dû aux interactions gravitationnelles entre la Terre et la Lune, un échange d'énergie qui modifie lentement leur position. Mais, malgré cet éloignement progressif, la Lune reste profondément liée à notre planète. Elle influence les marées, elle stabilise l'axe de rotation de la Terre, et elle accompagne notre monde depuis des milliards d'années. Ainsi, lorsque vous regardez la Lune dans le ciel nocturne, vous observez bien plus qu'un simple objet lumineux. Vous observez le résultat d'une collision ancienne, d'un événement cosmique violent, un fragment de l'histoire de la Terre suspendu dans l'espace. Mais il existe encore une autre particularité fascinante, une caractéristique que chacun peut observer sans même utiliser de télescope. La Lune nous montre toujours le même visage, toujours la même face. Pourquoi ? Pourquoi ne voyons-nous jamais l'autre côté ? Dans le prochain chapitre, nous explorerons ce phénomène mystérieux, le phénomène de la rotation synchronisée de la Lune. Lorsque vous observez la Lune, nuit après nuit, un détail particulier peut sembler presque évident, peu importe le moment, peu importe la saison. La Lune semble toujours montrer le même visage, les mêmes formes sombres, les mêmes motifs, les mêmes mers lunaires.
Depuis des millénaires, les humains ont remarqué ce phénomène, et pendant longtemps, ils ont cru que la Lune possédait simplement une seule face visible. Mais en réalité, la Lune a bien deux côtés, une face visible et une face cachée. Alors pourquoi ne voyons-nous jamais l'autre côté? La réponse se trouve dans un phénomène appelé rotation synchronisée. La Lune met environ 27,3 jours pour faire le tour de la Terre, mais elle met également 27,3 jours pour tourner sur elle-même. Ces deux mouvements sont parfaitement synchronisés. Cela signifie que, pendant qu'elle orbite autour de la Terre, elle tourne exactement au même rythme. Résultat, la même face reste toujours orientée vers nous. Mais ce phénomène ne s'est pas produit immédiatement après la formation de la Lune. Au début, la Lune tournait probablement plus rapidement sur elle-même, comme la plupart des corps célestes. Mais au fil du temps, les forces gravitationnelles entre la Terre et la Lune ont modifié ce mouvement. La Terre exerce une force de gravité sur la Lune. Cette force crée ce que l'on appelle des forces de marée. Ces forces déforment légèrement la Lune. Elles étiraient sa forme, créant une sorte de léger allongement. Au fil du temps, cette déformation a ralenti la rotation de la Lune jusqu'à ce que son mouvement de rotation se synchronise avec son mouvement orbital. C'est ce que l'on appelle le verrouillage gravitationnel, un phénomène que l'on observe aussi ailleurs dans le système solaire. Par exemple, de nombreuses lunes de Jupiter et de Saturne présentent également ce type de synchronisation. Mais sur la Lune, ce phénomène est particulièrement visible, car il signifie que depuis la Terre, nous ne voyons qu'un seul côté. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons jamais voir un peu plus que cette moitié. En réalité, à cause de légers mouvements appelés librations, nous pouvons observer environ 59% de la surface lunaire au fil du temps. Ces petites oscillations permettent de voir légèrement autour des bords, comme si la Lune faisait de petits mouvements de balancement. Mais malgré cela, une grande partie de la Lune reste invisible depuis la Terre, la face cachée. Pendant des siècles, personne n'avait jamais vu cette face. Elle restait un mystère, un monde inconnu. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'arrivée des sondes spatiales, que l'humanité a pu observer pour la première fois cette face cachée. Et ce que les scientifiques ont découvert était surprenant. La face cachée de la Lune est très différente de la face visible. Elle possède beaucoup moins de mer lunaire et beaucoup plus de cratères. Cela suggère une histoire géologique différente. Mais pourquoi cette différence existe-t-elle? Les scientifiques pensent que cela est lié à la structure interne de la Lune et à son histoire thermique. Mais ce mystère n'est pas encore totalement résolu et il continue d'être étudié. Mais revenons à la face visible, car même si elle nous semble familière, elle est en réalité pleine de détails, de reliefs, de formations anciennes, de traces laissées par le temps. Les cratères que nous voyons sont le résultat d'impacts anciens, des collisions avec des astéroïdes et des météorites. Ces impacts ont façonné la surface lunaire. Certains cratères sont immenses, certains possèdent des montagnes centrales, d'autres sont entourés de rayons lumineux visibles depuis la Terre. Mais contrairement à la Terre, ces cratères ne disparaissent pas. Il n'y a pas de pluie pour les éroder, pas de vent pour les lisser, pas de tectonique pour les effacer. Chaque trace reste presque intacte, comme une mémoire figée du passé. La Lune est donc un véritable livre d'histoire, un monde où chaque détail raconte une partie de l'histoire du système solaire. Mais il existe encore beaucoup à explorer, beaucoup à comprendre, et même si la Lune semble proche, elle reste un monde fascinant, un monde qui continue de révéler ses secrets. Dans le prochain chapitre, nous allons nous rapprocher encore davantage de sa surface, explorer en détail ses reliefs, ses cratères, ses mers et les paysages silencieux qui composent ce monde unique. Si vous regardez attentivement la surface de la Lune, même à l'œil nu, vous pouvez déjà distinguer des formes, des zones sombres, des zones plus claires, des motifs irréguliers qui semblent presque familiers. Certains y voient toujours des visages, d'autres des animaux. Mais derrière ces formes se cache une réalité bien plus fascinante. La surface de la Lune est un paysage ancien, un paysage façonné par des milliards d'années d'histoire. Elle est dominée par deux grands types de terrains, les mers lunaires et les hautes terres. Les mers lunaires, appelées Maria en latin,
sont ces grandes zones sombres que l'on distingue facilement depuis la Terre. Pendant longtemps, les astronomes pensaient qu'il s'agissait de véritables mers. Mais en réalité, ce sont d'immenses plaines de roches volcaniques. Ces régions se sont formées il y a environ 3 à 4 milliards d'années. À cette époque, la Lune était encore active. Des éruptions volcaniques massives ont libéré de la lave. Cette lave s'est répandue dans de vastes bassins, puis elle s'est refroidie, formant des surfaces lisses et sombres. C'est cette composition qui leur donne leur couleur plus foncée. Parmi les mers les plus connues, on trouve la mer de la tranquillité, la mer des pluies, la mer de la sérénité. Ces noms poétiques ont été donnés par les premiers astronomes, et ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de ces plaines sombres, se trouvent les régions claires, les hautes terres lunaires. Ces zones sont plus anciennes, plus accidentées. Elles sont couvertes de cratères, des cratères de toute taille, des petits impacts discrets et des structures gigantesques visibles depuis l'espace. Ces cratères sont le résultat de milliards d'années de bombardements, des météorites, des astéroïdes, des fragments venus de tout le système solaire. Chaque impact a laissé une trace, un creux dans la surface, un cercle parfait. Parfois avec un pic central, certains cratères sont si anciens qu'ils se chevauchent, d'autres sont plus récents et apparaissent plus nets. Mais contrairement à la Terre, ces cratères ne disparaissent pas. Il n'y a pas d'érosion, pas de pluie, pas de vent. La Lune conserve donc une mémoire intacte de son passé. Mais les cratères ne sont pas les seules structures visibles. La Lune possède aussi des montagnes. Certaines sont le résultat d'anciens impacts. D'autres se sont formées lorsque la surface lunaire s'est contractée en refroidissant. Parmi les chaînes de montagnes les plus célèbres, on trouve les monts Apennins, une chaîne impressionnante qui borde certaines mers lunaires. Certains sommets atteignent plusieurs kilomètres de hauteur, mais malgré ces reliefs, la Lune reste globalement plus lisse que la Terre. Il n'y a pas de rivière, pas de forêt, pas d'océan, seulement des roches, de la poussière et du silence. Cette poussière lunaire porte un nom, le régolithe. C'est une fine couche de particules qui recouvre toute la surface de la Lune. Elle est formée par les impacts répétés de micrométéorites. Ces impacts ont broyé les roches en particules très fines. Le régolithe est particulier, il est sec, très fin et légèrement abrasif. Les astronautes qui ont marché sur la Lune ont décrit cette poussière comme collante. Elle s'accrochait aux combinaisons, aux équipements et même aux instruments. Mais cette poussière joue aussi un rôle important. Elle conserve les traces, les empreintes, les pas laissés sur la Lune restent visibles pendant très longtemps, car rien ne vient les effacer. Les empreintes des astronautes d'Apollo sont encore là aujourd'hui, intactes, comme si le temps s'était arrêté. Mais la surface de la Lune possède aussi une autre caractéristique, elle est exposée directement à l'espace, sans atmosphère pour la protéger. Cela signifie qu'elle est constamment bombardée par des rayonnements, des particules solaires, des micrométéorites. La Lune est donc un environnement extrême, un monde où les conditions sont très différentes de celles de la Terre, mais malgré cela, elle reste fascinante, car chaque détail de sa surface raconte une histoire. Une histoire ancienne, silencieuse, mais toujours visible. Et même aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier ces paysages. Ils analysent les cratères, les roches, les structures, pour mieux comprendre l'histoire du système solaire. Mais la Lune n'est pas seulement un objet d'étude. Elle a aussi été observée, admirée et interprétée par les humains depuis des milliers d'années, avant même les télescopes, avant même la science moderne. Dans le prochain chapitre, nous allons remonter dans le passé humain, explorer les premières observations de la Lune et découvrir comment elle a influencé les civilisations anciennes, bien avant les télescopes, bien avant les satellites, bien avant même les premières cartes du ciel. Les humains observaient déjà la Lune. Dans les nuits claires, loin des lumières artificielles, elle apparaissait comme un guide silencieux, une présence stable dans un monde incertain. Pour les premières civilisations,
la Lune n'était pas seulement un objet dans le ciel, elle était un symbole, un repère, un mystère. Les humains ont rapidement remarqué que la Lune changeait de forme. Chaque nuit, elle semblait différente, parfois absente, parfois fine et discrète, parfois brillante et complète. Ce cycle régulier a été l'un des premiers phénomènes naturels à être compris. Les premières sociétés ont utilisé les phases de la Lune pour mesurer le temps. Les mois lunaires sont parmi les plus anciens systèmes de calendrier. Encore aujourd'hui, certains calendriers suivent le cycle lunaire. Ce cycle dure environ 29 jours et demi, un rythme naturel qui a influencé les cultures du monde entier. Mais au-delà de son rôle pratique, la Lune a aussi nourri l'imagination humaine. Dans de nombreuses cultures, elle est associée à des divinités. Chez les anciens Égyptiens, la Lune était liée au dieu Khonsu. Dans la mythologie grecque, elle était représentée par la déesse Sélénée. Chez les Romains, elle portait le nom de Luna. Dans certaines traditions asiatiques, la Lune est associée à des histoires de déesses et d'immortalité. Chaque culture voyait dans la Lune quelque chose de différent, mais toutes partageaient un point commun, une fascination profonde. Certains peuples voyaient des formes dans les taches sombres de la Lune. En Europe, on parlait souvent de l'homme dans la Lune. Dans d'autres cultures, on voyait un lapin ou des figures mythologiques. Ces interprétations montrent à quel point la Lune faisait partie de la vie quotidienne. Elle éclairait les nuits, guidait les voyageurs et influençait les rythmes naturels, mais les observations ne se limitaient pas à la simple contemplation. Certaines civilisations ont étudié la Lune avec précision. Les Babyloniens, par exemple, ont enregistré les phases lunaires et les éclipses. Ils ont développé des méthodes pour prédire certains événements célestes. Les anciens Chinois ont également observé la Lune pendant des siècles. Ils ont documenté des phénomènes comme les éclipses et les variations de luminosité. Ces observations ont posé les bases de l'astronomie. Mais pendant longtemps, la Lune restait un mystère. Les humains ne savaient pas ce qu'elle était réellement. Certains pensaient qu'elle était une sphère parfaite, d'autres imaginaient qu'elle était faite d'une matière différente de celle de la Terre. Ce n'est qu'avec l'arrivée de nouveaux instruments que la compréhension a commencé à évoluer. Mais même sans technologie, la Lune jouait déjà un rôle important dans la vie humaine. Elle influençait les marées, les cycles agricoles, les rituels. Elle était liée à la notion de temps, à la mesure des mois, et parfois même à des croyances sur le comportement humain. Certaines traditions associaient la pleine lune à des changements d'humeur, à des phénomènes étranges. Bien que ces idées ne soient pas scientifiquement prouvées, elles montrent à quel point la lune a marqué l'imaginaire collectif. Mais au fil du temps, les humains ont cherché à comprendre davantage, à observer plus précisément, à voir au-delà de ce que l'œil nu permettait. Et c'est à ce moment-là qu'un outil allait changer à jamais notre vision de la Lune. Le télescope. Dans le prochain chapitre, nous rencontrerons l'un des premiers scientifiques à avoir utilisé cet instrument pour observer la Lune et découvrir ce qu'il a vu en regardant ce monde pour la première fois de manière détaillée. Au début du XVIIe siècle, une invention allait transformer à jamais la manière dont les humains observent le ciel. Un instrument simple, mais révolutionnaire. Le télescope. Avant son invention, l'observation du ciel reposait uniquement sur l'œil humain. Les étoiles apparaissaient comme des points lumineux, la Lune comme un disque brillant, mais aucun détail précis ne pouvait être distingué. Puis, en 1609, un scientifique italien nommé Galilée tourna pour la première fois un télescope vers le ciel. Ce qu'il observa changea profondément la vision du cosmos. Lorsqu'il pointa son instrument vers la Lune, il ne vit pas une surface parfaite, il ne vit pas une sphère lisse et uniforme. Il vit quelque chose de très différent, des reliefs, des ombres, des formes irrégulières. Galilée observa des montagnes, des vallées, des cratères. Il remarqua que certaines zones étaient éclairées différemment selon la position du soleil. Les ombres projetées par les reliefs lui permirent même d'estimer la hauteur de certaines montagnes. C'était une découverte importante,
car à cette époque, beaucoup pensaient que les corps célestes étaient parfaits, inchangés, différents de la Terre, mais la Lune, observée à travers le télescope, ressemblait à un monde avec des imperfections, un monde avec des reliefs, un monde qui, d'une certaine manière, ressemblait à la Terre. Cette idée était révolutionnaire. Elle remettait en question la vision traditionnelle de l'univers. Galilée publia ses observations dans un ouvrage intitulé Sidereus Nuncius. Ce livre marqua un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Mais il ne fut pas le seul à observer la Lune. D'autres astronomes commencèrent à utiliser le télescope. Ils dessinèrent des cartes de la surface lunaire. Ils donnèrent des noms aux différentes régions. C'est à cette époque que les mers lunaires reçurent leurs noms. Des noms souvent inspirés d'états émotionnels ou de phénomènes naturels. La mer de la tranquillité, la mer des crises, la mer des nuages. Ces noms reflétaient à la fois la science et l'imagination. Mais au-delà des noms, les observations devenaient de plus en plus précises. Les astronomes pouvaient voir des détails invisibles à l'œil nu, des cratères de différentes tailles, des chaînes de montagnes, des structures complexes. La Lune devenait un objet d'étude scientifique, mais malgré ces progrès, certaines questions restaient sans réponse. De quoi était faite la Lune? Possédait-elle une atmosphère? Y avait-il de la vie? Pendant longtemps, ces questions restèrent ouvertes, car même avec les télescopes, il était impossible de toucher la surface lunaire, impossible de l'explorer directement. La Lune restait un monde lointain, un monde observable, mais inaccessible. Mais les observations continuaient, les télescopes devenaient de plus en plus puissants, les cartes lunaires de plus en plus détaillées, les scientifiques comprenaient mieux la structure de sa surface. Mais une chose devenait de plus en plus claire. La Lune était un monde ancien, un monde marqué par les impacts, un monde figé dans le temps. Contrairement à la Terre, elle ne montrait pas de signes évidents d'activité récente, pas de volcans actifs, pas de rivières, pas de changements visibles. Elle semblait silencieuse, stable, presque immobile, mais cette apparente tranquillité cachait une histoire riche, une histoire inscrite dans chaque cratère, chaque relief, chaque roche, et peu à peu, les humains commencèrent à rêver de se rapprocher encore plus, rêver de quitter la Terre, rêver de marcher un jour sur ce sol lointain. Pendant des siècles, ce rêve semblait impossible, mais au XXe siècle, quelque chose changea, la technologie progressa, les fusées apparurent, et pour la première fois, l'idée de voyager vers la Lune devint réaliste. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre aspect fascinant de la Lune, un phénomène visible par tous, un phénomène qui rythme les nuits. Les phases de la Lune. Chaque nuit, lorsque vous levez les yeux vers le ciel, la Lune semble différente, parfois absente, parfois fine et délicate, parfois brillante et parfaitement ronde. Ce changement constant est l'un des phénomènes les plus familiers et pourtant l'un des plus fascinants. Ce phénomène s'appelle les phases de la Lune. La Lune ne produit pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du Soleil, et selon sa position par rapport à la Terre et au Soleil, la partie éclairée que nous voyons change. Ce cycle complet dure environ 29 jours et demi, c'est ce que l'on appelle un mois lunaire. Tout commence avec la nouvelle Lune. À ce moment-là, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. La face éclairée est tournée vers le Soleil et la face sombre vers la Terre. Résultat, la Lune est presque invisible dans le ciel, puis, lentement, une fine courbe lumineuse apparaît. C'est le croissant de Lune, une lumière douce, fragile, qui grandit chaque nuit. Au fil des jours, la Lune devient de plus en plus visible. Elle atteint le premier quartier. À ce moment-là, nous voyons exactement la moitié de la surface éclairée. Puis, la lumière continue de grandir. La Lune devient gibbeuse, presque pleine, mais pas encore complètement. Et enfin, elle atteint la pleine Lune, un disque lumineux complet, brillant, éclatant, illuminant le paysage nocturne.
C'est souvent à ce moment que la lune attire le plus l'attention. Elle éclaire les nuits, projette des ombres et transforme le paysage avec une lumière douce et argentée. Mais après la pleine lune, le cycle continue. La lumière commence à diminuer. La lune devient à nouveau gibbeuse, puis revient au dernier quartier. Et enfin, elle redevient un croissant, avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Ce cycle se répète encore et encore depuis des milliards d'années. Un rythme naturel, régulier, apaisant. Mais ce phénomène a aussi joué un rôle important dans l'histoire humaine. Les phases de la Lune ont servi de base au premier calendrier. De nombreuses civilisations ont organisé leur temps en fonction du cycle lunaire. Certains calendriers modernes, comme le calendrier islamique, sont encore basés sur les cycles de la Lune. Mais au-delà du temps, les phases de la Lune influencent aussi notre perception du monde. Une nuit sans lune est sombre, silencieuse, presque mystérieuse. Une nuit de pleine lune, au contraire, est lumineuse, plus vivante, plus visible. Pendant des siècles, ces variations ont influencé les activités humaines, les voyages, les récoltes, les rituels. Mais d'un point de vue scientifique, les phases de la Lune sont simplement le résultat d'un jeu de lumière et de position. Un alignement entre trois objets, le Soleil, la Terre et la Lune. Mais ce simple alignement peut aussi produire un phénomène encore plus spectaculaire, un phénomène rare mais fascinant. Lorsque ces trois corps s'alignent parfaitement, ce sont les éclipses. Dans certaines conditions, la Terre peut projeter son ombre sur la Lune. C'est ce que l'on appelle une éclipse lunaire. Dans ce cas, la Lune prend souvent une teinte rougeâtre, un phénomène parfois appelé « lune de sang ». Dans d'autres cas, c'est la Lune qui passe devant le Soleil, créant une éclipse solaire, un moment où le jour devient brièvement nuit. Mais ces phénomènes restent rares, alors que les phases de la Lune, elles, sont constantes, prévisibles et toujours présentes, chaque mois, chaque nuit. Elles rappellent que la Lune n'est pas immobile, elle est en mouvement, elle orbite, elle tourne, elle évolue, et ce mouvement constant crée un rythme, un cycle, une sorte de respiration cosmique. Mais la Lune ne fait pas que changer d'apparence, elle influence aussi directement notre planète. Un effet invisible, mais puissant, un effet que l'on peut observer sur les océans, les marées. Si vous vous tenez au bord de l'océan et que vous observez la mer pendant plusieurs heures, vous remarquerez un mouvement lent, presque imperceptible au début, mais constant. Le niveau de l'eau monte, puis il descend, encore et encore. Ce phénomène s'appelle les marées. Et derrière ce mouvement silencieux se cache une force invisible, la gravité de la Lune. La Lune exerce une attraction gravitationnelle sur la Terre. Cette force attire légèrement les océans, elle tire l'eau vers elle. Mais ce phénomène est plus complexe qu'un simple mouvement vers la Lune, car la Terre tourne et les océans réagissent à cette interaction. Résultat, deux zones principales de marée se forment sur la planète, une du côté de la Lune et une autre du côté opposé. Dans ces zones, le niveau de l'eau est plus élevé. C'est ce que l'on appelle la marée haute. Entre ces deux zones, le niveau de l'eau est plus bas, c'est la marée basse. À mesure que la Terre tourne, chaque point de la planète passe à travers ces zones. C'est pourquoi dans la plupart des régions, on observe 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Mais la Lune n'est pas le seul facteur. Le Soleil joue aussi un rôle. Bien qu'il soit beaucoup plus éloigné, sa masse immense exerce également une influence gravitationnelle. Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, leurs effets se combinent. Cela crée des marées plus fortes. On les appelle les marées de vives eaux. Elles se produisent lors de la pleine lune et de la nouvelle lune. À l'inverse, lorsque la Lune et le Soleil sont en angle droit par rapport à la Terre, leurs effets s'opposent partiellement. Les marées sont alors plus faibles. On parle de marées de mortes eaux. Ce cycle des marées est donc lié directement aux phases de la Lune. Mais au-delà de l'eau, les marées ont joué un rôle important dans l'histoire de la vie. Certaines théories suggèrent que
que les marées ont aidé les premières formes de vie à évoluer. Les zones intertidales, ces régions entre la mer et la terre, créent des environnements uniques, des cycles d'immersion et d'exposition, des conditions variées. Ces environnements ont pu favoriser l'adaptation et peut-être contribuer à la transition de la vie vers la terre ferme, mais l'influence de la Lune ne s'arrête pas là. Elle agit aussi sur la rotation de la Terre. Les forces de marée créent une sorte de friction. Cette friction ralentit très légèrement la rotation de la Terre. Chaque jour devient un peu plus long, mais ce changement est extrêmement lent. À l'échelle humaine, il est presque imperceptible, mais sur des millions d'années, il devient significatif. Il y a des centaines de millions d'années, une journée sur Terre durait moins de 24 heures. Mais la Lune influence aussi quelque chose d'encore plus important. L'axe de rotation de la Terre. La Terre est inclinée, environ 23,5 degrés. Cette inclinaison est responsable des saisons. Mais sans la Lune, cette inclinaison pourrait varier de manière chaotique. Les simulations scientifiques montrent que, sans la Lune, l'axe de la Terre pourrait osciller fortement. Cela entraînerait des changements climatiques extrêmes, des variations imprévisibles. La présence de la Lune agit donc comme un stabilisateur. Elle maintient l'inclinaison de la Terre relativement stable, et cette stabilité a probablement été essentielle au développement de la vie. Ainsi, même si la Lune semble lointaine, elle est profondément liée à notre planète. Elle influence les océans, le temps, le climat, et peut-être même l'évolution de la vie. Mais la Lune ne fait pas que tirer les océans. Elle interagit aussi avec la lumière et l'ombre, et parfois, elle se place exactement entre la Terre et le Soleil, ou bien la Terre se place entre le Soleil et la Lune. Dans ces moments rares, le ciel change, la lumière disparaît, ou se transforme. Ce sont des événements spectaculaires, des alignements parfaits, des moments où le Soleil, la Terre et la Lune se retrouvent dans une ligne presque parfaite. Parfois, dans le calme de la nuit, un phénomène rare se produit. La Lune, habituellement brillante et familière, commence à changer. Sa lumière diminue lentement. Une ombre apparaît et, peu à peu, elle se transforme. Ce phénomène s'appelle une éclipse lunaire. Les éclipses sont le résultat d'un alignement presque parfait entre trois objets, le Soleil, la Terre et la Lune. Dans le cas d'une éclipse lunaire, la Terre se place exactement entre le Soleil et la Lune. La lumière du Soleil est alors bloquée, et l'ombre de la Terre se projette sur la surface lunaire. Mais cette ombre n'est pas totalement noire, car l'atmosphère de la Terre joue un rôle important. Lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère terrestre, elle est filtrée. Les longueurs d'onde bleues sont dispersées. Les rouges, en revanche, passent plus facilement. C'est ce même phénomène qui donne au ciel ses couleurs au lever et au coucher du Soleil. Et pendant une éclipse lunaire, cette lumière rouge atteint la Lune. Elle lui donne une teinte particulière, une couleur rougeâtre. C'est pourquoi on parle parfois de lune de sang, un spectacle rare, silencieux, presque irréel. Mais les éclipses lunaires ne sont pas les seules. Il existe aussi un autre type d'éclipse, encore plus spectaculaire, l'éclipse solaire. Dans ce cas, c'est la Lune qui se place entre la Terre et le Soleil. Elle bloque la lumière du Soleil et projette une ombre sur la surface de la Terre. Pendant quelques minutes, en plein jour, le ciel s'assombrit. La température peut légèrement chuter, les ombres disparaissent et un silence particulier s'installe, car une éclipse solaire totale est une expérience unique. La Lune couvre complètement le Soleil et seule la couronne solaire, une fine aura lumineuse, reste visible. Mais ces événements sont rares, car ils nécessitent un alignement précis. Et bien que la Lune passe régulièrement entre la Terre et le Soleil, son ombre est relativement petite. Seules certaines régions de la Terre peuvent observer une éclipse totale. Les autres voient une éclipse partielle. Mais il existe un autre type d'éclipse solaire, l'éclipse annulaire. Dans ce cas, la Lune est légèrement plus éloignée de la Terre. Elle apparaît donc un peu plus petite.
elle ne couvre pas complètement le Soleil. Un anneau de lumière reste visible autour d'elle, un cercle lumineux, brillant, presque parfait. Mais pourquoi ces alignements sont-ils possibles? Pourquoi la Lune peut-elle couvrir le Soleil de manière si précise? La réponse est étonnante, le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi environ 400 fois plus éloigné. Cette coïncidence fait que les deux apparaissent presque de la même taille dans le ciel, un équilibre rare, presque parfait. Mais les éclipses ne sont pas seulement spectaculaires, elles ont aussi joué un rôle important dans l'histoire. Dans l'Antiquité, les éclipses étaient souvent considérées comme des signes, des présages, des événements mystérieux. Certaines civilisations pensaient qu'un dragon dévorait le soleil, d'autres y voyaient un message des dieux. Mais avec le temps, les scientifiques ont compris ces phénomènes. Ils ont appris à les prédire. Aujourd'hui, les éclipses sont calculées avec une grande précision. Les astronomes peuvent déterminer exactement quand et où elles auront lieu. Mais même si nous comprenons leur mécanisme, leur beauté reste intacte. Car une éclipse est plus qu'un simple alignement. C'est un moment, un instant rare où les mouvements du cosmos deviennent visibles. Un instant où l'ombre et la lumière se rencontrent. Mais au-delà de ces phénomènes, la Lune a aussi été explorée, approchée, observée de près. Et un jour, elle a même été atteinte. Les humains ont quitté la Terre, traversé l'espace et marché sur sa surface. Au cours du XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant des millénaires, les humains avaient observé la Lune depuis la Terre. Ils l'avaient dessinée, étudiée, rêvée, mais jamais ils ne l'avaient approchée. Jusqu'à ce que la technologie change tout. Avec l'invention des fusées modernes, une nouvelle ère commença. Une ère où il devenait possible de quitter la Terre, de voyager dans l'espace et d'atteindre d'autres mondes. Tout débuta dans un contexte particulier, une période de rivalité, la course à l'espace. Dans les années 1950 et 1960, deux grandes puissances s'opposaient, les États-Unis et l'Union soviétique. Chacune cherchait à démontrer sa supériorité technologique, et l'espace devint un nouveau terrain de compétition. En 1957, l'Union soviétique lança Sputnik 1, le premier satellite artificiel, un petit objet métallique, mais un immense pas pour l'humanité. Pour la première fois, un objet créé par l'homme orbitait autour de la Terre. Quelques années plus tard, un autre événement marqua l'histoire. En 1961, Youri Gagarin devint le premier humain à voyager dans l'espace. Son vol fut court, mais symbolique. Il ouvrit la voie. Mais la Lune restait l'objectif ultime. Les premières missions lunaires furent envoyées sans équipage. Des sondes, des machines conçues pour explorer, pour photographier, pour transmettre des données. Les missions soviétiques Luna furent parmi les premières à atteindre la Lune. En 1959, Luna 2 devint le premier objet humain à toucher la surface lunaire. Puis Luna 3 envoya les premières images de la face cachée de la Lune. Un moment historique, car pour la première fois, l'humanité pouvait voir ce côté invisible. Les États-Unis, de leur côté, développèrent leur propre programme. Les missions Ranger, Surveyor et Lunar Orbiter permirent d'étudier la surface lunaire. Elles analysèrent le terrain, prenèrent des images détaillées et préparèrent les futures missions habitées, car l'objectif était clair, envoyer des humains sur la Lune. Mais ce défi était immense. Il fallait concevoir des fusées capables de quitter l'attraction terrestre, des capsules pour protéger les astronautes, des systèmes pour atterrir, et surtout, revenir. Après des années de développement, les États-Unis lancèrent le programme Apollo, une série de missions ambitieuses. Chaque mission rapprochait un peu plus l'humanité de son objectif. Mais tout ne fut pas simple. En 1967, un accident tragique se produisit. Lors d'un test au sol, un incendie dans la capsule Apollo coûta la vie à 3 astronautes.
Cet événement rappela la dangerosité de l'exploration spatiale, mais malgré cela, le programme continua. Les ingénieurs améliorèrent les systèmes, corrigèrent les erreurs et poursuivirent leur objectif. En 1968, Apollo 8 devint la première mission habitée à orbiter autour de la Lune. Les astronautes purent voir la face cachée, observer la Terre se lever au-dessus de l'horizon lunaire. Une image devenue célèbre, une image qui montrait notre planète, petite, fragile, suspendue dans le vide. Puis vint le moment décisif, l'année 1969, la mission Apollo 11. Pour la première fois, des humains allaient tenter de marcher sur la Lune. Mais avant ce moment historique, des années de préparation avaient été nécessaires, des milliers d'ingénieurs, des milliers de tests, des calculs précis, chaque détail compté, car l'espace ne pardonne pas. L'erreur, et pourtant, malgré les risques, le projet avançait, car l'objectif était plus grand que tout, atteindre un autre monde et poser le pied sur sa surface. La nuit du 20 juillet 1969, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des millions de personnes, partout dans le monde, observaient leurs écrans. Un moment suspendu, un moment historique, un moment que l'humanité n'avait jamais vécu auparavant. À bord d'un vaisseau spatial en orbite autour de la Lune, 3 astronautes attendaient, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Le module principal, appelé Columbia, restait en orbite lunaire. À l'intérieur, Michael Collins surveillait les systèmes. Pendant ce temps, 2 hommes se préparaient à descendre. Ils montèrent dans un module plus petit, un module fragile, conçu pour une seule mission, atterrir sur la Lune. Ce module s'appelait Eagle. Lentement, il se détacha du vaisseau principal et commença sa descente vers la surface lunaire. Tout se déroulait dans un silence relatif. Seules les communications radio reliaient les astronautes à la Terre. Mais la descente n'était pas simple. À mesure que le module approchait du sol, des alertes apparurent, des signaux inattendus, des alarmes. Les ordinateurs de bord étaient surchargés. Pendant quelques instants, l'incertitude s'installa. Mais les équipes au sol analysèrent rapidement la situation et donnèrent l'autorisation de continuer. Le module descendait toujours. Mais un autre problème apparut. La zone d'atterrissage prévue était remplie de rochers. Neil Armstrong prit alors le contrôle manuel. Il dirigea le module, cherchant un endroit plus sûr. Le carburant diminuait. Les secondes passaient. Le silence devenait plus intense. Puis, enfin, les mots furent prononcés. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Le module s'était posé. Sur la mer de la Tranquillité, un moment historique. Pour la première fois, des humains avaient atteint un autre monde. Mais le moment le plus marquant restait à venir. Quelques heures plus tard, Neil Armstrong ouvrit l'écoutille. Il descendit lentement l'échelle. Chaque mouvement était précis, mesuré. La gravité lunaire, plus faible que celle de la Terre, rendait les gestes différents. Puis, il posa le pied sur le sol lunaire, et il prononça une phrase devenue célèbre. « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. » Buzz Aldrin le rejoignit peu après. Ensemble, ils marchèrent sur la surface de la Lune. Ils laissèrent des empreintes dans la poussière lunaire. Des empreintes qui sont encore visibles aujourd'hui, car rien ne vient les effacer. Pas de vent, pas de pluie, seulement le silence. Les astronautes installèrent des instruments scientifiques. Ils collectèrent des roches, ils prirent des photographies, et ils observèrent leur environnement. Ils décrivirent un monde gris, silencieux, presque irréel. Le ciel était noir, même en plein jour. La Terre, visible à l'horizon, apparaissait comme une sphère bleue suspendue dans le vide, un contraste saisissant, un rappel de leur origine. Après quelques heures passées sur la surface, il était temps de repartir. Le module Eagle redécolla et rejoignit le module Columbia en orbite.
Les astronautes retournèrent ensuite vers la Terre. Leur mission fut un succès. Mais ce voyage ne fut pas seulement une réussite technologique. Il changea la perception humaine. Pour la première fois, l'humanité avait quitté son monde d'origine et posé le pied ailleurs. Mais Apollo 11 ne fut pas la seule mission. D'autres missions suivirent. Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17. Au total, 12 astronautes ont marché sur la Lune. Ils ont exploré différents sites, collecté des centaines de kilogrammes de roches et installé des instruments scientifiques. Mais après 1972, les missions lunaires habitées cessèrent. L'exploration continua, mais différemment. La Lune redevint silencieuse, mais les traces laissées par ces missions sont toujours là. Les drapeaux, les équipements, les empreintes, un témoignage de ce moment unique. Mais marcher sur la Lune n'était que le début, car même aujourd'hui, de nouveaux projets visent à y retourner, à s'y installer, à explorer encore davantage. Marcher sur la Lune est une expérience profondément différente de tout ce que l'on connaît sur Terre. Un monde silencieux, un paysage immobile, une sensation étrange, presque irréelle. Lorsque les astronautes ont posé le pied sur la surface lunaire, ils ont immédiatement ressenti une différence, la gravité. Sur la Lune, la gravité est environ 6 fois plus faible que sur Terre. Cela signifie que chaque mouvement devient différent, plus léger, plus lent. Les astronautes ne marchaient pas vraiment. Ils rebondissaient légèrement. Leurs pas ressemblaient à de petits sauts, une manière naturelle de se déplacer dans cet environnement. Mais malgré cette légèreté, les mouvements restaient contrôlés, car chaque geste devait être précis, chaque action calculée. Le sol lunaire était recouvert de régolithes, une fine poussière grise, très légère, mais aussi abrasive. Cette poussière s'accrochait aux bottes, aux combinaisons, aux équipements. Et elle pouvait être difficile à enlever, mais le silence était peut-être l'aspect le plus marquant. Sur la Lune, il n'y a pas d'air, aucune atmosphère. Cela signifie que le son ne peut pas se propager. Même un objet qui tombe ne produit aucun bruit. Même un pas ne s'entend pas. Les astronautes ne pouvaient communiquer que par radio, à l'intérieur de leur casque. Tout autour d'eux, le silence. Total, absolu. Mais le paysage était tout aussi impressionnant. La surface lunaire s'étendait à perte de vue. Grise, recouverte de cratères, parsemée de roches. Et au loin, l'horizon semblait proche, plus proche que sur Terre, car la Lune est plus petite, et la courbure de sa surface est plus visible. Le ciel, lui, était noir, même en plein jour. Sans atmosphère pour diffuser la lumière, le ciel restait sombre, et pourtant le soleil brillait intensément. La lumière était forte, directe, les ombres étaient profondes, très nettes, sans dégradé, sans douceur, un contraste extrême entre la lumière et l'obscurité. Mais ce qui marqua profondément les astronautes, ce fut la vue de la Terre. Depuis la Lune, la Terre apparaît comme une sphère bleue, brillante, suspendue dans le vide, un objet familier, mais vu d'un point de vue totalement nouveau. Certains astronautes ont décrit ce moment comme l'un des plus émouvants de leur vie. Voir la Terre de loin, voir les océans, les continents, les nuages, et réaliser à quel point notre planète est fragile, à quel point elle est petite dans l'immensité du cosmos. Mais la vie sur la Lune n'était pas simple. Les astronautes portaient des combinaisons spatiales lourdes. Ces combinaisons les protégeaient du vide, des radiations, des températures extrêmes. Car sur la Lune, les conditions sont très dures. Le jour, la température peut atteindre plus de 120 degrés Celsius. La nuit, elle peut descendre en dessous de moins 170 degrés. Sans atmosphère, il n'y a aucune régulation, aucune protection naturelle. Les combinaisons étaient donc essentielles. Elles fournissaient hors de l'air, régulaient la température, permettaient la communication, mais elles limitaient aussi les mouvements.
Chaque geste demandait un effort, une concentration. Mais malgré ces contraintes, les astronautes ont réussi à accomplir leur mission. Ils ont installé des instruments scientifiques, des sismomètres, des réflecteurs laser. Ces instruments sont encore utilisés aujourd'hui. Ils permettent d'étudier la structure interne de la Lune, de mesurer sa distance et de comprendre son évolution. Les astronautes ont également collecté des roches, des échantillons précieux, qui ont été ramenés sur Terre. Ces roches ont permis de mieux comprendre l'histoire de la Lune, sa formation, sa composition, son évolution. Mais au-delà de la science, ces missions ont aussi marqué l'imaginaire humain. Elles ont montré que l'exploration était possible, que l'humanité pouvait quitter son monde et atteindre d'autres horizons. Mais malgré ces missions, la Lune reste encore largement inexplorée. De nombreuses régions n'ont jamais été visitées. De nombreux mystères restent à découvrir. Et aujourd'hui, de nouveaux projets envisagent de retourner sur la Lune, d'y construire des bases, d'y rester plus longtemps. Mais avant cela, il reste encore beaucoup à comprendre. Lorsque les astronautes sont revenus de leur mission lunaire, ils n'ont pas seulement rapporté des images et des souvenirs. Ils ont ramené quelque chose de bien plus précieux, des fragments de la Lune elle-même, des roches lunaires. Au total, les missions Apollo ont permis de rapporter environ 380 kg d'échantillons, des pierres, de la poussière, des fragments anciens. Ces matériaux ont été étudiés avec une attention extrême, car ils contiennent des informations essentielles, des indices sur l'histoire de la Lune et même sur les débuts du système solaire. Mais ces roches sont différentes de celles que l'on trouve sur Terre. Elles ont une apparence particulière, certaines sont sombres, denses, issues d'anciennes coulées de lave. D'autres sont plus claires, plus anciennes, issues des hautes terres lunaires. Ces roches permettent de distinguer les différentes régions de la Lune, les mers, les montagnes, les zones d'impact. Mais l'une des découvertes les plus importantes concerne leur âge. Grâce à des techniques de datation, les scientifiques ont pu déterminer que certaines roches lunaires ont plus de 4 milliards d'années. Cela signifie qu'elles se sont formées peu après la naissance du système solaire. Elles sont donc parmi les matériaux les plus anciens accessibles à l'étude. Mais ces roches racontent aussi une autre histoire. Une histoire de violence. Car de nombreuses roches lunaires portent des traces d'impact, des fragments soudés ensemble, des structures brisées, des signes de choc intenses. Cela confirme que la Lune a été fortement bombardée dans ses premières phases, une période appelée le Grand Bombardement tardif. Il y a environ 4 milliards d'années, de nombreux astéroïdes ont frappé les planètes internes, la Terre, Mars et la Lune. Mais contrairement à la Terre, la Lune a conservé ses traces, car elle ne possède pas d'érosion active, pas de tectonique, pas de cycle géologique complexe. Les cratères et les roches restent presque inchangés. Mais les roches lunaires ont aussi permis de mieux comprendre la formation de la Lune. Leur composition chimique est très proche de celle du manteau terrestre. Cela soutient l'hypothèse de la collision avec Theia. La Lune serait donc en partie composée de matière terrestre, un fragment de notre propre planète, séparé il y a des milliards d'années. Mais certaines roches ont révélé une autre information surprenante, la présence de vers lunaires. Ces matériaux se sont formés lors d'impacts violents. La chaleur intense a fait fondre les roches, puis elles se sont refroidies rapidement, formant des structures vitrifiées. Ces fragments témoignent de l'énergie des collisions. Mais les scientifiques ont également étudié la poussière lunaire, le régolithe, cette fine couche qui recouvre toute la surface. Elle contient des particules issues de millions d'impacts, mais aussi des traces du vent solaire, car sans atmosphère, la surface lunaire est directement exposée aux particules venant du Soleil. Ces particules s'accumulent dans le régolithe. Elles offrent une archive des conditions spatiales sur des millions d'années, mais les roches lunaires ont aussi permis de répondre à une question importante. La Lune possède-t-elle de l'eau ? Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la Lune était totalement sèche, mais des analyses plus récentes ont révélé la présence de traces d'eau.
sous forme de molécules piégées dans certaines roches, ou sous forme de glace dans les régions polaires. Cela a changé la vision de la Lune, car la présence d'eau ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration, pour les futures missions. Mais au-delà de leur composition, ces roches possèdent une valeur unique. Elles sont des fragments d'un autre monde, des morceaux d'un paysage ancien, des témoins du passé. Et encore aujourd'hui, elles continuent d'être étudiées avec de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, car chaque analyse peut révéler un détail supplémentaire, une information cachée, une nouvelle compréhension. Mais malgré tout ce que nous avons appris, la Lune reste un environnement extrême, un monde sans atmosphère, sans protection, exposé directement à l'espace. Lorsque les astronautes sont revenus de leur mission lunaire, ils n'ont pas seulement rapporté des images et des souvenirs. Ils ont ramené quelque chose de bien plus précieux, des fragments de la Lune elle-même, des roches lunaires. Au total, les missions Apollo ont permis de rapporter environ 380 kg d'échantillons, des pierres, de la poussière, des fragments anciens. Ces matériaux ont été étudiés avec une attention extrême, car ils contiennent des informations essentielles, des indices sur l'histoire de la Lune et même sur les débuts du système solaire. Mais ces roches sont différentes de celles que l'on trouve sur Terre. Elles ont une apparence particulière. Certaines sont sombres, denses, issues d'anciennes coulées de lave. D'autres sont plus claires, plus anciennes, issues des hautes terres lunaires. Ces roches permettent de distinguer les différentes régions de la Lune, les mers, les montagnes, les zones d'impact. Mais l'une des découvertes les plus importantes concerne leur âge. Grâce à des techniques de datation, les scientifiques ont pu déterminer que certaines roches lunaires ont plus de 4 milliards d'années. Cela signifie qu'elles se sont formées peu après la naissance du système solaire. Elles sont donc parmi les matériaux les plus anciens accessibles à l'étude. Mais ces roches racontent aussi une autre histoire. Une histoire de violence. Car de nombreuses roches lunaires portent des traces d'impact, des fragments soudés ensemble, des structures brisées, des signes de choc intenses. Cela confirme que la Lune a été fortement bombardée dans ses premières phases, une période appelée le Grand Bombardement tardif. Il y a environ 4 milliards d'années, de nombreux astéroïdes ont frappé les planètes internes, la Terre, Mars et la Lune. Mais contrairement à la Terre, la Lune a conservé ses traces, car elle ne possède pas d'érosion active, pas de tectonique, pas de cycle géologique complexe. Les cratères et les roches restent presque inchangés. Mais les roches lunaires ont aussi permis de mieux comprendre la formation de la Lune. Leur composition chimique est très proche de celle du manteau terrestre. Cela soutient l'hypothèse de la collision avec Theia. La Lune serait donc en partie composée de matière terrestre, un fragment de notre propre planète, séparé il y a des milliards d'années. Mais certaines roches ont révélé une autre information surprenante, la présence de vers lunaires. Ces matériaux se sont formés lors d'impacts violents. La chaleur intense a fait fondre les roches, puis elles se sont refroidies rapidement, formant des structures vitrifiées. Ces fragments témoignent de l'énergie des collisions. Mais les scientifiques ont également étudié la poussière lunaire, le régolithe, cette fine couche qui recouvre toute la surface. Elle contient des particules issues de millions d'impacts, mais aussi des traces du vent solaire, car sans atmosphère, la surface lunaire est directement exposée aux particules venant du Soleil. Ces particules s'accumulent dans le régolithe. Elles offrent une archive des conditions spatiales sur des millions d'années. Mais les roches lunaires ont aussi permis de répondre à une question importante. La Lune possède-t-elle de l'eau ? Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais des analyses plus récentes ont révélé la présence de traces d'eau, sous forme de molécules piégées dans certaines roches, ou sous forme de glace dans les régions polaires. Cela a changé la vision de la Lune, car la présence d'eau ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration, pour les futures missions. Mais au-delà de leur composition, ces roches possèdent une valeur unique. Elles sont des fragments d'un autre monde, des morceaux d'un paysage ancien,
des témoins du passé, et encore aujourd'hui, elle continue d'être étudiée avec de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, car chaque analyse peut révéler un détail supplémentaire, une information cachée, une nouvelle compréhension. Mais malgré tout ce que nous avons appris, la Lune reste un environnement extrême, un monde sans atmosphère, sans protection, exposé directement à l'espace. Si vous pouviez vous tenir sur la surface de la Lune, sans protection, vous ressentiriez immédiatement une réalité extrême, un monde de contraste, un monde où la chaleur et le froid coexistent, mais ne se mélangent jamais. Sur Terre, l'atmosphère agit comme une couverture. Elle retient la chaleur, elle la redistribue, elle adoucit les variations. Mais sur la Lune, il n'y a aucune atmosphère, aucun air pour transporter la chaleur, aucun vent pour équilibrer les températures. Résultat, les variations thermiques sont extrêmes. Pendant la journée lunaire, lorsque le soleil éclaire directement la surface, la température peut atteindre environ 120 degrés Celsius, une chaleur intense, brutale. Les roches deviennent brûlantes. La surface absorbe l'énergie solaire sans aucune protection. Mais cette chaleur ne se propage pas facilement, car il n'y a pas d'air pour la diffuser. Elle reste localisée, concentrée. Puis, lorsque la nuit tombe, la situation change complètement. La température chute, très rapidement. Sans atmosphère pour retenir la chaleur, celle-ci s'échappe dans l'espace et la surface devient extrêmement froide, jusqu'à environ moins 170 degrés Celsius, un froid profond, silencieux, immobile. Mais ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est la durée de ces cycles. Sur la Lune, un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres, et la nuit lunaire, également environ 14 jours. Cela signifie que certaines régions restent exposées au soleil pendant 2 semaines, puis plongées dans l'obscurité pendant 2 semaines. Un cycle lent, très lent, bien différent du rythme terrestre. Mais il existe des zones encore plus extrêmes, les régions polaires. Près des pôles lunaires, certains cratères ne reçoivent jamais la lumière du soleil. Leur intérieur reste en permanence dans l'ombre. Ces zones sont appelées cratères en ombre permanente, et les températures y sont encore plus basses. Elles peuvent descendre en dessous de moins 200 degrés Celsius, parmi les endroits les plus froids du système solaire. Mais ces zones présentent aussi un intérêt particulier, car elles pourraient contenir de la glace d'eau, des traces de glace protégées du soleil, conservées pendant des millions, voire des milliards d'années. Mais à l'inverse, certaines zones proches des pôles reçoivent presque toujours la lumière, des crêtes éclairées en permanence, des endroits où la température reste plus stable. Ces régions sont particulièrement intéressantes pour les futures missions, car elles offrent un accès à la lumière et potentiellement à l'eau. Mais revenons à la surface générale de la Lune. Ces variations extrêmes de température influencent tout. Les roches, les matériaux, les équipements, les structures, les objets sur la Lune subissent des cycles de dilatation et de contraction, encore et encore, sous l'effet de la chaleur et du froid. Mais ces conditions ont aussi influencé l'exploration humaine. Les astronautes des missions Apollo devaient travailler pendant la journée lunaire, car la nuit était trop froide, trop dangereuse. Leurs combinaisons devaient les protéger contre ces variations. Elles étaient conçues pour réguler la température, pour maintenir un environnement stable à l'intérieur. Mais même avec ces protections, les conditions restaient difficiles. La chaleur du soleil, le froid de l'ombre, le contraste constant. Chaque mouvement devait être contrôlé, chaque exposition calculée. Mais ces conditions extrêmes rendent aussi la Lune unique, un laboratoire naturel, un environnement où les lois physiques s'expriment sans filtre, sans atmosphère, sans protection. Mais ces températures extrêmes influencent aussi un autre aspect important: la manière dont les matériaux se comportent. Sur la Lune, certaines substances peuvent rester stables pendant des millions d'années, d'autres peuvent être altérées par les radiations, mais surtout,
Ces conditions rendent la présence humaine difficile. Toute installation future devra être conçue avec soin, protégée, isolée, capable de résister à ces variations. Mais malgré ces défis, l'intérêt pour la Lune continue de grandir, car elle représente un point de départ, un lieu d'exploration, un pont vers le reste du système solaire. Mais pour comprendre comment vivre sur la Lune, il faut aussi comprendre une autre force essentielle, une force qui influence chaque mouvement, chaque pas, chaque objet, la gravité lunaire. Si vous deviez faire un simple pas sur la surface de la Lune, ce pas ne ressemblerait à aucun autre. Il serait plus lent, plus léger, presque suspendu dans le temps. Car sur la Lune, la gravité est très différente de celle que nous connaissons sur Terre. Sur notre planète, la gravité nous maintient solidement au sol. Elle donne du poids à chaque mouvement. Elle structure notre manière de marcher, de courir, de sauter. Mais sur la Lune, cette force est environ 6 fois plus faible. Cela signifie que tout devient plus léger. Votre corps, vos gestes, vos déplacements. Un objet qui pèse 60 kg sur Terre n'en pèserait qu'environ 10 sur la Lune. Mais attention, la masse reste la même, seul le poids change. Cela signifie que l'inertie est toujours présente. Les objets restent difficiles à arrêter une fois en mouvement, et cela rend les déplacements à la fois plus faciles et plus complexes. Les astronautes des missions Apollo ont rapidement découvert que marcher normalement n'était pas la meilleure solution. Leurs pas étaient instables, leur équilibre difficile à maintenir. Ils ont donc adopté une manière différente de se déplacer, une sorte de marche sautée, un mouvement fluide, presque rythmique, comme un léger rebond. Chaque pas devenait un petit saut, chaque mouvement semblait prolongé, comme si le temps lui-même ralentissait. Mais cette légèreté ne signifie pas absence de danger, car la faible gravité modifie aussi la manière dont les objets tombent. Ils tombent plus lentement, mais ils peuvent aussi parcourir de plus grandes distances. Un simple saut peut projeter un astronaute plusieurs mètres plus loin. Une chute peut être moins brutale, mais plus difficile à contrôler. Mais la gravité influence aussi autre chose, l'environnement lui-même. Sur la Lune, les montagnes peuvent être plus hautes, les structures plus abruptes, car la faible gravité permet à certaines formations de rester stables. Mais en même temps, l'absence d'atmosphère et d'érosion rend ces structures plus fragiles. Mais la gravité lunaire joue aussi un rôle dans la relation entre la Terre et la Lune. Elle est responsable des forces de marée, mais elle participe aussi à un phénomène lent, presque invisible. La Lune s'éloigne progressivement de la Terre, environ 3,8 cm par an, un mouvement imperceptible à l'échelle humaine, mais significatif sur des millions d'années. Mais revenons à l'expérience humaine. Sur la Lune, la sensation de mouvement est différente. Le corps s'adapte, le cerveau apprend, les gestes changent. Même soulever un objet devient une expérience nouvelle, plus facile, mais aussi plus imprévisible. Mais cette gravité influence aussi le fonctionnement du corps humain. Sur Terre, notre corps est adapté à une gravité constante. Les muscles, les os, le système cardiovasculaire, tout est calibré pour cette force. Mais dans un environnement à faible gravité, ces systèmes changent. Les muscles peuvent s'affaiblir, les os peuvent perdre de leur densité. Le corps doit s'adapter. C'est pourquoi les astronautes doivent suivre des exercices physiques, même dans l'espace. Mais sur la Lune, ces effets seraient moins importants que dans l'apesanteur totale, car il y a encore une gravité, même faible. Mais cette gravité pourrait permettre à des humains de vivre plus facilement sur la Lune que dans l'espace. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Lune est envisagée comme une future base, un lieu où les humains pourraient s'installer, travailler, explorer. Mais cette gravité influence aussi la manière dont la poussière se comporte. Le régolithe. Cette fine poussière lunaire ne retombe pas immédiatement après un mouvement. Elle peut rester suspendue quelques instants, flotter légèrement, puis redescendre lentement, un mouvement presque irréel. Mais la gravité influence aussi la lumière, les ombres, les contrastes. Les objets semblent différents.
Le paysage lui-même semble étrange, familier mais transformé. Mais malgré toutes ces différences, la Lune reste proche, visible, présente dans notre ciel. Et cette proximité crée un lien entre deux mondes. Mais la gravité lunaire n'est qu'un aspect de cette relation, car la Lune influence aussi la Terre à une échelle plus large. Elle stabilise son axe, elle régule certains cycles, elle participe à l'équilibre global du système Terre-Lune. Mais cette relation évolue, elle change lentement, avec le temps. Si l'on observe la surface de la Lune sur une longue période, on pourrait penser qu'elle est totalement immobile, un monde figé, un paysage inchangé, un désert silencieux. Et pourtant, même dans cette apparente immobilité, le temps agit, très lentement, très discrètement, mais de manière continue, car sur la Lune, les températures extrêmes ne se contentent pas de varier, elles transforment la surface sur des millions d'années. Chaque cycle jour-nuit apporte son influence. Pendant 14 jours terrestres, la surface est exposée à une chaleur intense. Puis pendant 14 jours, elle est plongée dans un froid profond. Ce cycle thermique provoque une dilatation, puis une contraction des roches, encore et encore, jour après jour, cycle après cycle, un processus lent, presque imperceptible à l'échelle humaine, mais puissant à l'échelle géologique. Avec le temps, ces variations finissent par fragiliser les roches. Elles créent des fissures, de petites fractures, puis ces fractures s'agrandissent. Les roches se fragmentent, elles se cassent et deviennent des particules plus petites. C'est l'un des processus qui contribue à la formation du régolithe, cette poussière fine qui recouvre la surface lunaire. Mais ce n'est pas le seul facteur, car la Lune est constamment bombardée par de minuscules particules, des micrométéorites, des fragments venus de l'espace. Ces impacts sont très fréquents, mais souvent invisibles. Ils frappent la surface à grande vitesse, ils pulvérisent les roches, ils créent de nouvelles particules, et ainsi, ils alimentent en permanence la couche de régolithe. Mais contrairement à la Terre, il n'y a aucun processus pour nettoyer cette surface. Pas de pluie, pas de vent, pas d'eau. Les fragments restent là, s'accumulent, encore et encore. Mais les températures extrêmes influencent aussi les matériaux. Sur la Lune, certaines substances peuvent se comporter différemment. Les métaux peuvent se dilater, les structures peuvent se fragiliser. Les matériaux doivent être choisis avec soin. C'est pourquoi les missions spatiales doivent tenir compte de ces conditions. Chaque équipement envoyé sur la Lune doit résister à ces cycles thermiques. Sinon, il pourrait se détériorer rapidement. Mais ces conditions extrêmes influencent aussi un autre aspect, la possibilité de conserver des traces. Sur Terre, le temps efface les choses, les empreintes disparaissent, les structures s'érodent, les paysages changent. Mais sur la Lune, le temps agit différemment. Les traces restent, les empreintes des astronautes, les traces laissées par les rovers, les marques des expériences scientifiques. Tout cela reste visible pendant des milliers, voire des millions d'années, car rien ne vient les effacer. Mais les températures extrêmes influencent aussi la manière dont l'eau peut exister. Sur la Lune, l'eau liquide ne peut pas rester stable. Elle s'évaporerait rapidement dans le vide. Mais dans certaines régions très froides, l'eau peut exister sous forme de glace, principalement dans les zones en ombre permanente. Ces régions sont protégées du soleil. Elles restent froides en permanence et peuvent conserver de la glace pendant très longtemps. Cette glace représente un élément clé pour les futures missions, pour la survie humaine, car elle pourrait être utilisée pour produire de l'eau, de l'oxygène et même du carburant. Mais ces températures extrêmes posent aussi des défis pour l'exploration, pour la technologie, pour la présence humaine. Les bases lunaires devront être conçues pour résister à ces conditions. Protégées, isolées, peut-être enterrées sous le régolithe, pour se protéger des variations. Mais malgré ces défis, la Lune reste un objectif, un lieu d'exploration, un laboratoire naturel, un point de départ, car comprendre ces conditions, c'est aussi préparer l'avenir, préparer les missions, préparer les installations.
préparer les voyages plus lointains. Mais la Lune ne se limite pas à sa surface. Elle possède aussi des ressources, des éléments, des matériaux qui pourraient être utilisés. Si l'on regarde la Lune depuis la Terre, elle semble simple, une surface grise, calme, silencieuse, mais derrière cette apparence se cache une réalité bien plus riche. Car la Lune n'est pas seulement un paysage, c'est aussi un réservoir de ressources, des ressources anciennes, discrètes, mais potentiellement essentielles pour l'avenir de l'exploration spatiale. Pendant longtemps, la Lune a été perçue comme un monde désert, un endroit sans intérêt matériel. Mais avec le temps, cette vision a changé. Les scientifiques ont commencé à analyser plus précisément sa surface, sa composition, ses éléments, et ils ont découvert quelque chose d'important. La Lune contient des ressources utiles. Parmi ces ressources, la plus précieuse est sans doute l'eau. Comme nous l'avons évoqué précédemment, de la glace a été détectée dans certaines régions polaires, principalement dans les cratères en ombre permanente. Ces zones froides, protégées de la lumière du soleil, peuvent conserver de la glace pendant des millions d'années. Mais cette glace n'est pas seulement une curiosité scientifique, elle représente une ressource essentielle, car l'eau peut être utilisée de plusieurs façons. Elle peut être consommée, purifiée, mais elle peut aussi être transformée en hydrogène et en oxygène. Deux éléments clés, l'oxygène pour respirer, l'hydrogène pour produire du carburant. Cela signifie que la Lune pourrait devenir une station de ravitaillement, un point de départ pour des missions plus lointaines, vers Mars, vers les astéroïdes, vers d'autres régions du système solaire, mais l'eau n'est pas la seule ressource. Le sol lunaire, le régolithe, contient également des éléments intéressants, du fer, du titane, du silicium, des matériaux qui pourraient être utilisés pour construire des structures, des bases, des équipements. Plutôt que d'envoyer tous les matériaux depuis la Terre, il pourrait être plus efficace d'utiliser les ressources locales. Un concept appelé ISRU, utilisation des ressources in situ. Mais il existe aussi un autre élément qui suscite beaucoup d'intérêt, un élément rare sur Terre, mais potentiellement présent en quantité sur la Lune. Le hélium-3. Cet isotope de l'hélium est très intéressant pour la recherche en énergie. Il pourrait être utilisé dans des réactions de fusion nucléaire, une source d'énergie propre, puissante mais encore expérimentale. La Lune pourrait donc représenter une source future d'énergie, même si cette possibilité reste encore théorique. Mais exploiter ces ressources n'est pas simple, car les conditions lunaires sont difficiles, les températures extrêmes, l'absence d'atmosphère, la poussière abrasive. Tout cela complique les opérations, mais les technologies évoluent, des robots pourraient être envoyés, des machines capables d'extraire, de traiter, de transformer ces ressources, avant même l'arrivée des humains, mais la Lune pourrait aussi servir de base scientifique. Un lieu d'observation, car elle possède un avantage unique, sa face cachée. Cette région, invisible depuis la Terre, est protégée des interférences radio. Elle offre un environnement idéal pour installer des radiotélescopes, observer l'univers, écouter les signaux lointains, sans perturbation. Mais la Lune pourrait aussi servir de base pour les voyages humains, un point intermédiaire, plus proche que Mars, plus accessible, un lieu pour tester des technologies, des habitats, des systèmes de survie, avant d'aller plus loin. Mais au-delà de ces aspects pratiques, la Lune représente aussi une opportunité d'apprendre, de comprendre, d'explorer, car chaque mission vers la Lune permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de tester de nouvelles idées, de repousser les limites. Mais cette exploration ne fait que commencer. De nombreux projets sont en cours, des agences spatiales, des entreprises privées. Tous s'intéressent à la Lune, tous envisagent un retour. Mais cette fois, pour rester, pas seulement pour visiter, mais pour s'installer, créer des bases, construire des infrastructures, vivre, travailler, explorer, mais pour que cela soit possible, il faut comprendre la Lune en profondeur, ses ressources, ses conditions,
ses défis, et c'est ce que les scientifiques continuent de faire, jour après jour, mission après mission. Mais la Lune n'est pas seulement un objectif futur, elle a déjà marqué profondément l'histoire humaine. Elle a inspiré des cultures, des mythes, des récits, depuis des milliers d'années, bien avant les télescopes, bien avant les fusées, bien avant même les premières sciences. La Lune occupait déjà une place centrale dans l'imaginaire humain. Chaque nuit, elle apparaissait dans le ciel, silencieuse, constante, changeante, mais toujours présente. Pour les premières civilisations, la Lune n'était pas simplement un objet céleste, elle était un symbole, une présence mystérieuse, une source d'histoire et parfois une divinité. Dans de nombreuses cultures anciennes, la Lune était associée à des forces invisibles, à des cycles, à des transformations. Chez les anciens Égyptiens, elle était liée au dieu Khonsu, associée au temps et au cycle. Dans la Grèce antique, la Lune était incarnée par Sélénée, une déesse traversant le ciel dans un char lumineux. Les Romains, eux, la connaissaient sous le nom de Luna. Dans la mythologie chinoise, la Lune est associée à la déesse Chang'e, qui vivrait sur sa surface accompagnée d'un lapin, une image poétique, encore racontée aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures asiatiques, ce lapin lunaire est un symbole récurrent. Certains y voient une créature préparant un élixir d'immortalité, d'autres un simple compagnon silencieux, mais en observant les taches sombres de la Lune, chaque culture y a vu quelque chose de différent. En Europe, on parlait souvent de « l'homme dans la Lune », une silhouette imaginaire, un visage formé par les mers lunaires. Dans d'autres cultures, ces formes évoquaient des animaux, des esprits, des histoires. Ces interprétations montrent une chose importante. La Lune n'était pas seulement observée, elle était ressentie, interprétée, intégrée dans la vie quotidienne. Mais au-delà des mythes, la Lune jouait aussi un rôle pratique, elle servait de repère, de calendrier. Les cycles lunaires permettaient de mesurer le temps, les mois, les saisons. De nombreuses civilisations ont basé leur calendrier sur la Lune. Encore aujourd'hui, certains calendriers suivent ce rythme, le calendrier islamique, le calendrier chinois traditionnel. Ces systèmes montrent à quel point la Lune est liée à la notion de temps. Mais la Lune influençait aussi les comportements. Certaines croyances associaient la pleine Lune à des changements d'humeur, à des comportements inhabituels. Le mot lunatata et que le mot lunatique vient d'ailleurs de cette idée. Même si ces croyances ne sont pas scientifiquement prouvées, elles montrent l'impact de la Lune sur l'imaginaire collectif. Mais la Lune a aussi inspiré les arts, la poésie, la musique, la peinture. Elle apparaît dans des milliers d'œuvres, comme un symbole de calme, de solitude, de mystère. Dans la littérature, elle est souvent associée à la nuit, au rêve, à l'introspection. Elle accompagne les pensées, les émotions, les moments de silence. Mais au-delà de la poésie, la Lune a aussi inspiré des rêves plus concrets, des rêves d'exploration. Depuis des siècles, les humains ont imaginé des voyages vers la Lune, des récits, des histoires, des visions. Bien avant que cela ne devienne possible, des auteurs ont décrit des voyages imaginaires, des machines fantastiques, des aventures lunaires. Ces récits montrent que l'idée de visiter la Lune existait bien avant la technologie, mais avec le temps, ces rêves sont devenus réalité. Les fusées ont été construites, les missions ont été lancées et l'humanité a atteint la Lune. Mais même après ces exploits, la Lune conserve une dimension symbolique. Elle reste un objet de contemplation, un repère dans le ciel, un lien entre le passé et l'avenir. Mais la relation entre la Lune et la Terre ne se limite pas à la culture. Elle est aussi physique, scientifique, dynamique. La Lune influence notre planète, et cette relation évolue avec le temps. Si vous regardez la Lune ce soir, puis demain, puis dans un an, elle vous semblera identique, même forme, même taille, même présence. Et pourtant, un changement discret est en cours, un mouvement lent, presque imperceptible. La Lune s'éloigne de la Terre,
chaque année, d'environ 3,8 cm, un mouvement si faible qu'il est invisible à l'œil humain, et pourtant réel, mesurable, confirmé par des expériences scientifiques. Mais comment savons-nous cela ? Lors des missions Apollo, les astronautes ont installé sur la surface lunaire des réflecteurs laser. Ces dispositifs permettent de renvoyer des faisceaux lumineux envoyés depuis la Terre. Les scientifiques dirigent des lasers vers la Lune. La lumière est réfléchie et revient vers la Terre. En mesurant le temps de trajet, ils peuvent calculer la distance avec une précision extrême. Et ces mesures montrent clairement que la Lune s'éloigne. Mais pourquoi ? La réponse se trouve dans une interaction complexe, une interaction entre la Terre et la Lune, un échange d'énergie. Comme nous l'avons vu précédemment, la Lune influence les marées, elle attire les océans, crée des mouvements d'eau, mais la Terre tourne sur elle-même, et cette rotation entraîne un léger décalage. Les marées ne sont pas parfaitement alignées avec la Lune, elles sont légèrement en avance. Ce décalage crée une force, une sorte de traction, qui agit sur la Lune, et cette force lui transfère de l'énergie. Résultat, la Lune gagne de l'énergie et s'éloigne, mais en échange, la Terre perd une petite partie de son énergie de rotation. Sa rotation ralentit très lentement. Chaque jour devient un peu plus long, mais ce changement est extrêmement lent. Il faut des millions d'années pour observer une différence significative, mais si nous remontons dans le passé, les jours sur Terre étaient plus courts. Il y a des centaines de millions d'années, une journée pouvait durer environ 22 heures, et encore plus loin dans le temps, elle était encore plus courte. Mais revenons à la Lune. À mesure qu'elle s'éloigne, son influence change, les marées évoluent, les interactions gravitationnelles diminuent légèrement. Mais ce processus est très lent, sur des millions, voire des milliards d'années. Mais si l'on se projette très loin dans le futur, que se passera-t-il ? La Lune continuera-t-elle de s'éloigner indéfiniment ? La réponse est complexe, car d'autres facteurs entrent en jeu. Mais à très long terme, le système Terre-Lune pourrait atteindre un équilibre, un état où les rotations seraient synchronisées, un état stable. Mais cela se produirait dans un futur extrêmement lointain, bien au-delà de l'échelle humaine. Mais ce mouvement nous rappelle une chose, même les objets qui semblent immobiles évoluent, même les relations les plus stables changent très lentement, mais constamment. Mais la distance entre la Terre et la Lune influence aussi autre chose, la manière dont nous la voyons, sa taille apparente. Aujourd'hui, la Lune peut couvrir le Soleil lors d'une éclipse, mais dans un futur très lointain, ce ne sera plus le cas, car en s'éloignant, elle apparaîtra plus petite. Les éclipses totales deviendront plus rares, puis disparaîtront, remplacées uniquement par des éclipses annulaires. Mais ce changement prendra des centaines de millions d'années. Mais au-delà de ces effets, la relation entre la Terre et la Lune reste unique. Elle a influencé le climat, les marées, peut-être même l'évolution de la vie. Elle a stabilisé notre planète, créé des cycles, apporté une régularité. Mais cette relation est dynamique, vivante, en constante évolution. Et cela nous rappelle que même dans l'immensité du cosmos, rien n'est totalement figé. Tout évolue, tout change, même lentement. Mais la Lune ne représente pas seulement le passé et le présent, elle représente aussi l'avenir, car les projets d'exploration continuent, de nouvelles missions sont en préparation, de nouvelles technologies sont développées, et l'humanité envisage de retourner sur la Lune, pas seulement pour quelques heures, mais pour y rester. Depuis plusieurs décennies, la Lune est restée silencieuse. Après les missions Apollo, aucun humain n'y est retourné. Les empreintes laissées dans la poussière lunaire sont restées intactes. Les équipements abandonnés, immobiles, figés dans le temps. Mais ce silence pourrait bientôt prendre fin, car aujourd'hui, un nouvel intérêt pour la Lune émerge, un retour, une nouvelle étape, plus ambitieuse, plus durable. Les agences spatiales du monde entier préparent de nouvelles missions. Mais cette fois, l'objectif n'est plus seulement de visiter, il est de rester, de construire,
d'explorer sur le long terme. Le programme Artemis mené par les États-Unis vise à ramener des humains sur la Lune, pour la première fois depuis plus de 50 ans, mais avec une approche différente. Les missions Artemis ne cherchent pas seulement à répéter Apollo, elles visent à établir une présence durable, à long terme, une base lunaire, un point d'appui, un lieu de travail, un lieu d'exploration. Mais ces projets ne sont pas isolés. D'autres pays développent également leurs propres programmes. La Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon. Tous participent à cette nouvelle phase de l'exploration. Mais pourquoi revenir sur la Lune? Pourquoi cet intérêt renouvelé? La réponse est multiple. La Lune est proche, accessible. Elle constitue un environnement idéal pour tester des technologies, des habitats, des systèmes de survie avant d'aller plus loin, vers Mars. Mais la Lune possède aussi des ressources, comme nous l'avons vu, de la glace, des matériaux, des éléments utiles. Ces ressources pourraient permettre de soutenir une présence humaine. Mais construire une base sur la Lune représente un défi immense, car les conditions sont extrêmes. Les températures, les radiations, l'absence d'atmosphère, la poussière, tout cela doit être pris en compte. Les bases lunaires devront être protégées. Certaines idées proposent de les construire sous la surface, dans des tubes de lave, des cavités naturelles formées par d'anciennes coulées volcaniques. Ces structures pourraient offrir une protection contre les radiations et contre les variations de température. D'autres concepts envisagent des habitats recouverts de régolithes, une couche de poussière lunaire utilisée comme bouclier naturel. Mais la vie sur la Lune nécessitera aussi des systèmes autonomes. Production d'oxygène, recyclage de l'eau, production de nourriture. Chaque élément devra être optimisé, car les ressources envoyées depuis la Terre sont limitées. Mais les bases lunaires pourraient aussi servir de laboratoire, des lieux pour mener des expériences, étudier les effets de la gravité réduite, observer l'univers depuis un environnement stable, et tester des technologies pour les futures missions spatiales. Mais la Lune pourrait aussi devenir un point de départ, un port spatial, car sa gravité plus faible rend les lancements plus faciles, moins coûteux en énergie. Cela pourrait permettre de lancer des missions vers Mars ou au-delà, plus efficacement. Mais au-delà des aspects techniques, ces projets représentent quelque chose de plus profond, une étape dans l'histoire humaine, une extension de notre présence, au-delà de la Terre, mais cette fois, de manière durable, pas seulement pour quelques jours, mais pour des mois, des années, peut-être plus. Mais ces projets soulèvent aussi des questions. Comment vivre sur la Lune? Comment s'adapter à cet environnement? Comment maintenir un équilibre? Ces questions sont encore en cours d'étude, mais les progrès sont constants. Les technologies évoluent, les missions se préparent, et lentement, le retour sur la Lune devient une réalité. Mais la Lune n'est pas seulement un objectif scientifique ou technologique. Elle reste aussi un symbole, un lien entre le passé et le futur, entre les premières observations humaines et les prochaines explorations. Depuis les premières civilisations, bien avant les horloges, bien avant les calendriers modernes, les humains ont cherché à comprendre le temps, à le mesurer, à l'organiser. Et dans cette quête, la Lune a joué un rôle fondamental. Chaque nuit, elle change. Elle apparaît, disparaît, réapparaît, selon un cycle régulier, un rythme naturel, facile à observer, facile à suivre. Ce cycle, d'environ 29 jours et demi, est devenu l'une des premières unités de mesure du temps. Le mois, un mot qui vient directement de la Lune. Dans de nombreuses langues, le lien est visible. Month, mois, moon, luna. Un héritage ancien, un lien entre le ciel et le quotidien. Les premières sociétés humaines ont rapidement compris l'importance de ce cycle. Elles ont observé les phases de la Lune, les ont enregistrées et ont construit des calendriers basés sur ces observations. Ces calendriers lunaires permettaient de structurer la vie, de prévoir les saisons, d'organiser les activités, de planifier les récoltes,
Mais la lune n'était pas seulement un outil pratique, elle était aussi liée aux rituels, aux traditions, aux célébrations. Dans de nombreuses cultures, certaines fêtes sont basées sur les phases lunaires, la pleine lune, la nouvelle lune, des moments particuliers, symboliques. Dans le calendrier islamique, par exemple, chaque mois commence avec l'apparition du croissant de lune, un moment observé attentivement, un moment qui marque le début d'un nouveau cycle. Dans le calendrier chinois traditionnel, les fêtes importantes sont également liées au cycle lunaire, comme la fête de la mi-automne, célébrée lors de la pleine lune. Mais les calendriers lunaires présentent une particularité. Ils ne correspondent pas exactement à l'année solaire. Une année lunaire dure environ 354 jours, soit environ 11 jours de moins qu'une année solaire. Cela signifie que les calendriers purement lunaires se décalent au fil du temps. C'est pourquoi certaines cultures utilisent des calendriers lunisolaires, des systèmes qui combinent les cycles de la Lune et du Soleil, pour rester alignés avec les saisons. Mais au-delà des calendriers, la Lune influence aussi notre perception du temps. Son cycle régulier crée un rythme, un repère, un point de référence, même sans technologie, même sans instrument. Il suffit de regarder le ciel, mais la Lune influence aussi d'autres cycles, les marées, les comportements animaux. Certains organismes marins se reproduisent en fonction des phases lunaires. Certains animaux ajustent leurs activités en fonction de la luminosité nocturne. Mais chez les humains, l'influence est plus subtile, moins directe, mais toujours présente dans la culture, dans les habitudes, dans les traditions. Mais la Lune influence aussi quelque chose de plus profond, notre relation au temps, car contrairement aux horloges modernes, son cycle est lent, progressif, visible. Chaque nuit, une petite différence, un changement léger, presque imperceptible, mais constant. Cela crée une sensation différente, un temps plus naturel, moins rigide, plus fluide. Mais dans le monde moderne, ces cycles sont souvent oubliés, remplacés par des horaires précis, des calendriers numériques, des mesures exactes. Mais la Lune continue de suivre son rythme, indépendamment de nos systèmes. Elle apparaît, change, disparaît, encore et encore, depuis des milliards d'années. Mais ce cycle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le temps n'est pas seulement une mesure, c'est aussi une expérience, un mouvement, une transformation. Et la Lune en est l'un des symboles les plus anciens. Mais la Lune ne se contente pas de mesurer le temps. Elle influence aussi la stabilité de la Terre. Elle joue un rôle dans l'équilibre de notre planète. Si l'on observe la Terre depuis l'espace, on remarque immédiatement une caractéristique importante, son inclinaison. La Terre n'est pas droite, elle est inclinée, d'environ 23,5 degrés. C'est cette inclinaison qui est responsable des saisons. Lorsque l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, il reçoit plus de lumière. C'est l'été. Lorsque cet hémisphère est incliné à l'opposé, c'est l'hiver. Ce cycle est régulier, stable, prévisible, mais cette stabilité n'est pas un hasard. Elle est en grande partie due à la présence de la Lune. La Lune exerce une influence gravitationnelle sur la Terre, une influence constante, discrète, mais essentielle. Cette force agit comme un stabilisateur. Elle limite les variations de l'axe terrestre. Sans la Lune, la situation serait très différente. Les scientifiques ont étudié ce scénario. Ils ont utilisé des simulations, des modèles mathématiques, et les résultats sont clairs. Sans la Lune, l'axe de la Terre pourrait varier de manière importante. Il pourrait osciller, changer d'inclinaison, passer de 0 degré à plus de 60 degrés, de manière chaotique, imprévisible. Cela aurait des conséquences majeures. Les saisons deviendraient extrêmes. Certaines régions pourraient être passées d'un climat tempéré à des conditions glaciales ou brûlantes. Les écosystèmes seraient perturbés. Les conditions de vie changeraient. Mais avec la Lune, cette instabilité est réduite. L'axe de la Terre reste relativement stable. Les variations existent, mais elles sont limitées, contrôlées, progressives. Ce phénomène est essentiel, car il permet une certaine régularité, un équilibre, un environnement favorable à la vie. Mais cette influence ne se limite pas à l'inclinaison.
Elle agit aussi sur la rotation, sur les marées, sur les cycles. La Lune et la Terre forment un système, un duo gravitationnel, un équilibre dynamique. Mais cet équilibre n'est pas figé. Il évolue. Comme nous l'avons vu précédemment, la Lune s'éloigne, lentement, très lentement, et cela influence progressivement le système, mais sur des millions d'années. Mais revenons à l'inclinaison, car elle influence directement la vie, les saisons, les cycles naturels, les migrations animales, les cycles agricoles. Tout cela dépend de la stabilité de l'axe terrestre. Sans cette stabilité, la vie telle que nous la connaissons serait très différente, peut-être plus difficile, peut-être plus instable. Mais la Lune agit comme un régulateur, un stabilisateur silencieux. Elle ne se voit pas. On ne ressent pas directement son influence, mais elle est là, présente, active. Mais cette relation entre la Terre et la Lune est aussi un exemple de l'équilibre du cosmos, des interactions invisibles, des forces discrètes, mais fondamentales. Mais ce qui rend cette relation encore plus fascinante, c'est sa durée. Depuis des milliards d'années, la Terre et la Lune évoluent ensemble, elles s'influencent, se modifient, s'adaptent, mais toujours dans un équilibre global. Mais cette relation ne durera pas éternellement. Avec le temps, les choses changent, lentement, mais sûrement. Si nous nous projetons très loin dans le futur, bien au-delà des siècles, bien au-delà des civilisations, la Lune continuera son voyage silencieux autour de la Terre, un mouvement lent, régulier, mais en constante évolution, car rien dans l'univers n'est totalement immobile. Même les relations les plus stables changent avec le temps, comme nous l'avons vu. La Lune s'éloigne. Environ 3,8 cm par an, un mouvement presque imperceptible, mais qui, sur des millions d'années, devient significatif. Si nous avançons de quelques millions d'années, la différence sera visible. La Lune apparaîtra légèrement plus petite dans le ciel, moins dominante, moins imposante, mais toujours présente, toujours familière. Mais si nous avançons encore plus loin, des centaines de millions d'années, les changements seront plus marqués. Les éclipses totales deviendront plus rares, car la Lune ne couvrira plus entièrement le Soleil, elle apparaîtra trop petite. Seules des éclipses annulaires seront possibles, des anneaux de lumière, des cercles lumineux autour de la Lune, un spectacle différent, mais toujours fascinant. Mais ce n'est pas le seul changement. La relation gravitationnelle entre la Terre et la Lune continuera d'évoluer. La rotation de la Terre ralentira encore. Les jours deviendront progressivement plus longs. Mais ce processus est extrêmement lent. Il faut des millions d'années pour observer une différence notable. Mais à très long terme, un phénomène particulier pourrait se produire. Un état d'équilibre. Un état où la rotation de la Terre et l'orbite de la Lune seraient synchronisées, comme la Lune l'est déjà avec la Terre. Dans ce scénario, la Terre montrerait toujours la même face à la Lune, et la Lune, la même face à la Terre. Un système verrouillé, stable, mais ce scénario reste théorique, car d'autres facteurs entrent en jeu. L'évolution du Soleil, les interactions avec d'autres corps, mais ces échelles de temps dépassent largement l'histoire humaine, bien au-delà de ce que nous pouvons expérimenter. Mais ce futur nous rappelle quelque chose d'important. Le temps cosmique est différent. Il ne se mesure pas en années, mais en millions, en milliards. Mais la Lune continuera d'exister, silencieuse, présente, mais elle continuera aussi d'inspirer, d'être observée, étudiée, peut-être habitée. Car dans un futur plus proche, bien avant ces changements lointains, l'humanité pourrait retourner sur la Lune, construire des bases, explorer davantage, créer une présence permanente. Mais ces projets sont encore en développement, encore en préparation. Mais ils montrent une chose, la Lune n'est pas seulement un objet du passé, elle est aussi un objectif du futur, un point de départ, un lieu d'apprentissage. Mais au-delà de la science et de la technologie, la Lune reste un symbole, un repère dans le ciel, un objet familier qui accompagne l'humanité depuis ses origines. Mais même dans ce futur lointain,
Une chose restera, la beauté de la lune, sa lumière douce, son cycle lent, sa présence constante, mais après avoir exploré son passé, son présent et son futur, il reste une dernière chose à faire. Revenir au moment présent, observer, contempler et comprendre ce que la lune représente pour nous. Alors que ce voyage à travers la lune touche doucement à sa fin, il reste une dernière chose à faire. Prendre un moment, respirer et regarder une dernière fois ce point lumineux dans le ciel. Depuis le début de l'humanité, la lune est là, silencieuse, constante. Elle a vu naître les premières civilisations. Elle a éclairé les nuits des voyageurs. Elle a accompagné les rêves, les histoires, les pensées. Et aujourd'hui encore, elle continue de briller, doucement, sans bruit, sans effort. Mais au-delà de sa lumière, la lune est un monde ancien, un monde marqué par le temps, un monde qui porte en lui l'histoire du système solaire, ses cratères, ses mers, ses montagnes. Chaque détail raconte une histoire vieille de milliards d'années, une histoire que nous commençons seulement à comprendre. Mais la Lune n'est pas seulement un objet scientifique, elle est aussi un symbole, un lien, un pont entre le ciel et la terre, entre le passé et le futur, car en regardant la Lune, nous regardons aussi une partie de nous-mêmes, une partie de notre histoire, car la Lune est née d'un événement qui a aussi façonné la Terre. Elle est liée à notre origine, à notre évolution. Mais elle influence aussi notre présent. Elle agit sur les marées, elle stabilise notre planète, elle accompagne nos cycles, discrètement, sans que nous y pensions. Mais la Lune représente aussi l'exploration. Elle est le premier monde que l'humanité a atteint, le premier pas en dehors de notre planète, un moment qui a changé notre perception, qui a montré que nous pouvions aller plus loin, explorer, découvrir. Mais ce voyage ne s'arrête pas là, car la Lune continue de nous appeler, de nous attirer, de nous inspirer. De nouveaux projets se préparent, de nouvelles missions, de nouvelles explorations. Peut-être un jour, des humains vivront sur la Lune, observeront la Terre depuis sa surface, regarderont le ciel depuis un autre monde. Mais même sans ces voyages, la Lune reste accessible. Il suffit de lever les yeux, de regarder le ciel et de la voir, là, suspendue, calme, éternelle. Mais ce moment, ce calme, est aussi une invitation à ralentir, à observer, à ressentir, car dans un monde rapide, bruyant, la Lune nous rappelle quelque chose de simple, le temps peut être lent, le silence peut être présent, et la beauté peut être tranquille. Alors que vous vous reposez maintenant, imaginez la Lune au-dessus de vous, sa lumière douce, ses contours calmes, son silence. Imaginez-vous debout sur sa surface, regardant la Terre, une sphère bleue, lumineuse, fragile. Imaginez le vide autour de vous, le calme, l'immensité, et laissez cette image vous apaiser, car quelque part, dans le ciel nocturne, la Lune continue son voyage. Elle tourne, lentement, autour de la Terre, encore et encore, depuis des milliards d'années. Et ce soir, elle est toujours là, silencieuse, paisible, présente. Bonne nuit.